Yves Vaillancourt et bienvenue à la collection Crise au temps du numérique. Merci Oui, d'avoir bonjour. accepté cette invitation. Vous êtes professeur de philosophie au CEGEP Annecy, écrivain, essayiste, aussi photographe. Vous avez fait vos études à Paris et à Montréal, après un baccalauréat et une maîtrise à l'UQAM en sciences politiques. Vous êtes allé aussi faire un DEA en philosophie à l'Université de Paris-Sorbonne. Vos thèmes de prédiction au niveau de vos essais, de vos écrits, c'est la fiction, le voyage, la photographie, l'interpénétration entre des mondes virtuels et réels, ainsi qu'une quête contemporaine du sacré. En 1990, vous publiez Un certain été, récit de voyage, un deuxième recueil de voyages en 2000. 2005-2009, vous publiez 2 romans sur les mondes virtuels, La source opale et Mon or magnétique. Toujours en 2009, le manifeste et les manuscrits de 1844 de Marx, un essai didactique. Prolifique, vous avez publié plusieurs ouvrages. Le dernier, c'est en 2020, L'Évangile selon Bergman, essai qui est paru aux presses de l'Université Laval. Alors, plusieurs livres, plusieurs articles dans des journaux, dans des revues. Je suis ravie de vous recevoir ce soir pour parler de cette crise, ces crises, en latin crisis, signifiant un assaut, comme une crise qui nous prend aussi par surprise et qui va peut-être permettre de passer d'un monde à un autre. Je sais que vos interrogations tournent autour de l'écologie. Donc, moi, mon but aussi, c'est de voir toutes les crises sous-jacentes à cette crise sanitaire du Covid-19 en tant que sociologue. C'est ce qui m'intéresse. Alors, vous, en tant que philosophe, pouvez-vous me faire une petite introduction sur la notion de crise, s'il vous plaît? Ben, oui, euh, j'aimerais reprendre l'analyse de Boris Cyrulnik que j'ai entendu à Radio-Canada il y a 15 jours. Lui, il disait que le terme de crise n'est peut-être pas approprié parce que dans le domaine médical, la crise, ce serait le moment critique, hein, crise critique, où le patient peut retourner à la santé qu'il avait avant de tomber malade, ou au contraire, bien sûr, son état s'aggrave et puis il peut mourir. Donc, il y a l'idée dans la crise d'un possible retour à la normale, à la santé que nous avions avant de tomber malade. Or, Cyrulnik faisait remarquer que l'amplitude, la gravité de la situation actuelle, c'est plus celle d'une catastrophe. Parce que dans le terme catastrophe, il y a l'idée d'un basculement et d'une décroissance. Et c'est peut-être là où nous allons, mais si nous y allons de façon ordonnée, civilisée, démocratique, ce ne sera pas la même chose que si ça nous est imposé et qu'on est ballotté comme des fétus de paille. Donc, oui, oui, très intéressant, Boris Cyrulnik, cette idée de catastrophe. En effet, c'est comme des nuances, crise, catastrophe. En tant que philosophe politique, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que Non, moi, je préfère le terme de catastrophe parce que dans le film d'Almodovar, Femme sur le bord de la crise de nerfs, bon, ça va. Après, le film se termine bien. Je pense que le mot catastrophe est plus approprié pour qu'on puisse saisir la gravité des enjeux au-delà de la COVID-19, là, ceux de la catastrophe écologique planétaire. Donc, je pense que le terme de catastrophe, je me range du côté de l'analyse de Cyrulnik, que les mots véhiculent quelque chose et que si on prend la mesure de la gravité de la situation, il est peut-être préférable qu'on puisse, bien sûr, réagir adéquatement, de parler de catastrophe plutôt que de crise. est-ce qu'il n'y a pas aussi cette idée politique finalement de surveillance, le contrôle par le numérique aussi, parce que beaucoup de gens parlent aussi de développer des applications pour suivre les patients, le patient zéro, etc. Et puis aussi l'idée du confinement, de la distanciation sociale. En parallèle, une distanciation sociale, ce qui n'empêche pas au niveau virtuel de développer des socialités numériques, des rencontres, des Zooms, etc. Donc c'est quand même compensé par le numérique. Mais il y a quand même cette idée aussi de surveillance et de contrôle par le numérique. C'est un enjeu qui est déjà
Dans l'ouvrage d'Anne Jonas, le principe responsabilité, tout à l'heure, vous avez mentionné que j'avais fait un essai didactique là-dessus, je pense que c'était en 2006 ou 2007. Et puis, quand j'en parlais avec mes étudiants, je, on, on essayait de voir dans quelle mesure on ne risquait pas d'importer les méthodes chinoises de gestion de crise ou gestion de catastrophe. Et puis, ben, c'est un peu ça maintenant que nous faisons. Alors, au nom de la sécurité, puis c'est le point de vue aussi d'André Comte-Sponville, là, dans un billet qui a été publié la semaine dernière, où il dit d'une façon un peu provocatrice, j'aime mieux avoir la COVID-19 dans un pays démocratique que pas l'avoir sous un régime autoritaire où on est effectivement confiné et surveillé comme vous venez de le décrire et de l'appréhender. Ouais. Là, je pense que c'est un enjeu très important, bien sûr, où la population développe des formes d'autonomie, peut-être dans des ensembles politiques autres que ceux que nous avons maintenant, où on est progressivement mis sous tutelle. Puis c'est un peu d'ailleurs l'option privilégiée Anne Jonas, pas nécessairement de gaieté de cœur, mais lui, il pensait que l'irresponsabilité des hyperconsommateurs que nous sommes, infantilisés par une culture qui n'est pas à la hauteur finalement des enjeux, eh bien, rendrait nécessaire qu'on soit pris en charge par une élite assumant la responsabilité pour nous tous. Alors, j'espère que ce n'est pas là où on va, mais effectivement, ça fait des années que quand je présente Anne Jonas à mes étudiants, je campe un peu les deux options qui sont possibles. Oui. Mettons en parallèle avec les enjeux, les impacts du numérique, quoi, du développement, de l'importance du numérique. Oui, ce n'est pas tout à fait mon domaine, là, même si je me suis intéressé à ça, mais vous ne l'avez pas mentionné, mais à l'époque où je terminais mes études, c'était il y a une trentaine d'années, j'étais déjà dans des mouvements écologiques. Puis bon, j'ai participé à ma manière à beaucoup de rassemblements, ce qui est interdit aujourd'hui. J'ai été porte-parole aussi de l'Association québécoise de lutte contre les pluies acides. On appelait ça comme ça à l'époque. Aujourd'hui, c'est pollution atmosphérique. C'est plus large. Mais oui, à travers les enjeux de l'écologie, bien sûr, il y a toute la question politique qui assume la responsabilité. Je sais que votre dada, c'est un peu la pollution industrielle, les questions d'urgence de l'écologie du XXIe siècle. Avec cette crise, quels parallèles vous pouvez faire entre les concepts d'interconnexion et de maillage? Ben, le concept de maillage, il vient d'un philosophe anglais qui s'appelle Timothy Morton, dont la plupart des sources d'inspiration ou des références, je dirais plutôt, viennent de la science et principalement de la biologie évolutionniste. Donc, l'idée du maillage, c'est que nous sommes interconnectés, toutes les espèces sont interconnectées les unes avec les autres, dans l'espace comme dans le temps. Il est difficile d'identifier un centre ou même des bords définis. C'est un peu comme les ramifications d'un arbre dans le sous-sol. Et là, bon, on donne son congé à tous les schémas bien ordonnés avec une hiérarchie qui plaçait l'être humain au sommet de la nature. Alors, l'interconnexion, c'est aussi une vision plus égalitariste et plus démocratique en un sens des relations que nous avons, que les espèces ont les unes avec les autres, en partant aussi de cette découverte qui était déjà annoncée au milieu du 20e siècle par un biologiste du nom de John Danieli, qui disait quelque chose comme le patrimoine génétique de la biosphère est disponible pour tous les êtres vivants. Alors, l'importance de cette disponibilité, maintenant, nous la réalisons et ça nous fait aussi prendre la mesure de l'importance de préserver la biodiversité parce que nous sommes dépendants, bien sûr. On a parlé amplement ces dernières années du rôle des abeilles dans l'alimentation humaine, puis je ne voudrais pas revenir là-dessus. Je pense bien que vos auditeurs sont informés de ça. Mais l'idée du maillage, je pense que ce qu'on doit en extraire aussi,
c'est que cette interconnexion de tous avec tous, c'est aussi, au fond, depuis très longtemps, à travers l'évolution naturelle, une cohabitation avec l'étranger et sous forme d'une symbiose. Pas toujours comme on le voit maintenant avec la COVID-19, mais c'est la notion de parasite qui doit être remise en question dans notre façon de traiter la nature, puis aussi de traiter ceux qui bougent avec ce qui se passe aujourd'hui. Là, je pense à tout le drame des migrants. Et c'est ça qui va nous obliger, je pense, à travers ces nouveaux concepts de l'écologie, à revisiter notre conception du lieu et de l'hospitalité, de la symbiose. Quelles seront les conditions qui permettront cet accueil de l'étranger chez soi? On voit bien que ce n'est pas toujours possible, autant d'un point de vue écologique que d'un point de vue culturel et politique. Il y a des enjeux liés à l'intégration qui sont pas nécessairement les mêmes. On ne peut pas faire une transposition de qu'est-ce qui se passe quand il y a une espèce invasive dans le fleuve Saint-Laurent et qu'est-ce qui se passe quand il y a 200 000 migrants qui frappent à nos portes. Je ne dis pas qu'il y a une correspondance de terme à terme entre les deux, mais je dis que les concepts développés par l'écologie, ceux de maillage et d'interconnexion, nous invitent à voir positivement la question de la symbiose avec l'étranger et que ça a des conséquences politiques et démocratiques et humanitaires très importantes pour nous. C'est un des enjeux les plus importants. Intéressant, oui, ce maillage et cette interconnexion, un peu, c'est aussi cette dualité entre la nature et la culture, le rôle de la technique, hein, parce que vous parliez oui, du numérique, c'est peut-être pas votre domaine, mais dans la philosophie, on parle beaucoup de technique, je veux dire l'intelligence artificielle, les automates, etc. Donc, il y a tout un imaginaire de la technologie ou de la technique qui est véhiculé à travers les siècles. Hein. Ben oui, c'est celui de la surpuissance aujourd'hui. Et c'est Anne Jonas qui disait, avec le pouvoir vient la responsabilité. Et donc, la technique, à l'époque des anciens Grecs, bon, premièrement, ça ne devait pas particulièrement les intéresser de dominer la nature. Ils voyaient des dieux derrière la nature et puis l'idée qu'on puisse se rendre maître et possesseur de la nature, comme le propose Descartes, je pense c'est au 5e chapitre du discours de la méthode, ben, c'est une idée qui leur aurait paru absurde. Mais avec la révolution industrielle et les Lumières, Descartes, entre autres, et puis d'autres aussi, penseront qu'il nous est possible de nous rendre maîtres et possesseurs de la nature. Donc, et ça, c'est mon ancien professeur Castoriadis qui le disait, la signification centrale du capitalisme, ce n'est pas uniquement la croissance illimitée de la production et de la consommation, ce que nous, les décroissancistes, là, ou nous, les décroissants, je me range dans ce mouvement-là. Vous avez Yves-Marie Abraham, au professeur de HEC, qui en est un des porte-parole les plus éloquents. Mais ce n'est pas uniquement la décroissance de la production et de la consommation qui est l'enjeu, c'est tout le fantasme de la maîtrise rationnelle sur le vivant. Et c'est ça qui est, selon Castoriadis, la signification centrale, inconsciente du capitalisme, c'est ce fantasme de dominer technologiquement la nature. Et là, ben, la crise ou la catastrophe actuelle nous place devant cette alternative. Voulons-nous nous rendre maîtres de la situation grâce à des procédés techniques ou devons-nous revisiter certaines de nos façons de faire? Une chose certaine, c'est qu'il y a des concepts, en tout cas moi en philosophie, qui vont pouvoir être revisités et des façons de faire, peut-être après la crise ou après le déconfinement avec des périodes de transition. Mais c'est ça, j'en parlais tout à l'heure avec une autre personne qui me disait, oui, on était vraiment pris dans une sorte de bulle individualiste. Puis cette crise nous ramène finalement, paradoxalement, à l'idée de la communauté, de nos familles qui existent à côté, de prendre conscience qu'on a une tribu, comme dirait Maffezoli, il parle beaucoup de tribalité, de tribu, qu'on appartient à cette tribu. Et quelque part, ce qu'elle disait, ça rend
finalement, ça rend plus humain. Il y a quelque chose, une sorte de retour de l'humain, de l'humanité. Et puis aussi cette expérience de la mort aussi imminente, hein, de l'idée de la mort. Hein. Oui, je sais. Cette solitude nous amène à revisiter certains classiques. Moi, j'ai réécouté beaucoup d'œuvres de la musique classique que je n'avais pas écoutées depuis longtemps. Puis tout ça, c'est fantastique. Mais en même temps, l'OMS annonce le risque d'une famine très importante à l'échelle mondiale qui suivrait la pandémie, peut-être avant même la fin de 2020 puis 2021. Et sans doute que le risque que nous courons, puis ça va être un des enjeux, ça va être de garder les chaînes de solidarité là, concrètement. Parce que là, en ce moment, bon, j'entendais que des patrons français demandent au gouvernement de ralentir ce qu'eux considèrent les entraves là, pour lutter contre le réchauffement climatique parce qu'ils disent que dans la situation économique actuelle, il faut minimiser les entraves pour donner plus de souffle à une économie qui doit redémarrer. Alors moi, je pense qu'il y a ça comme risque, effectivement, d'oublier certaines choses et d'oublier ces millions, voire plus d'êtres humains qui sont dans les pays du Sud, dans des situations très, très délicates. Et puis là, ben, j'aimerais peut-être mentionner euh, les travaux de Timothy Snyder, l'historien américain qui s'est spécialisé sur l'Holocauste notamment, puis la différence entre ceux qui ont joui de la protection de l'État, même du côté des alliés de l'Allemagne nazie, comme par exemple les Juifs en Bulgarie n'ont pas été envoyés dans les camps d'extermination, mais là où l'État est disparu, s'est évanouie aussi toute protection, puis les Juifs ont été exterminés. Alors, dans la situation actuelle, puis Timothy Snyder le rappelait dans ses derniers livres, il va aussi avoir cet enjeu. Euh, qui seront ceux qui jouiront de la protection d'un État? Qu'est-ce qui va rester de la solidarité internationale? Comment allons-nous, à travers ces périodes de confinement qui risqueraient de se répéter, trouver la sollicitude, le moyen concret de la coopération et de l'entraide internationale? Ça va me paraître un grand enjeu, ça, parce que, oui, moi, j'ai écouté de la musique classique hier, la messe en si mineur de Jean-Sébastien Bach. C'est magnifique, mais il ne faut pas en rester là, bien sûr. Donc oui, la musique peut nourrir aussi l'âme hein, et l'esprit, c'est pas interdit, même pendant le temps de pandémie ou d'épidémie. Justement, hein, il y a des grands créateurs, il y a des gens qui créent dans la douleur, hein, il y a des gens qui ont besoin de ça, d'inspiration. La vision romantique hein, de la création où on crée parce qu'on a des souffrances, parce qu'on a besoin voilà, de mélodie, de mélancolie. Oui, oui, mais l'Évangile dit que la lumière ne doit pas rester sous le boisseau. Donc, effectivement, c'est une période qui peut être féconde sur le plan créateur pour tous ceux qui peuvent profiter. Hein. Je disais à un de mes amis, je t'écris de mon canapé, puis il m'a répondu que lui, son canapé était occupé par ses enfants. Donc, il n'avait pas le loisir de méditer sur le canapé comme moi. Alors, oui, il y a cette période qui peut être féconde sur le plan de la méditation et de la créativité, mais, mais c'est ça. La lumière ne doit pas rester sous le boisseau. On a besoin de cette socialisation, puis de l'extériorisation aussi. C'est un mouvement qui est dialectique. Vous avez parlé. Et l'extériorisation qui va suivre ce confinement semble problématique, n'est-ce pas, à certains égards. Quand on entend, c'était Michel Desautels ce matin, que j'aime beaucoup, qui semblait ne pas trop regretter le fait qu'on pourrait cesser de se serrer la main, parce qu'il voyait dans ce geste-là quelque chose d'un peu artificiel, notamment lorsqu'on a une entente qui, des fois, n'est que façade. Mais néanmoins,
il y a une forme de socialisation qui va être altérée. Et puis, il n'est pas dit qu'on va en sortir grandi, là. Ouais, c'est vrai que les liens de socialisation ou les marques de socialité vont être certainement altérées, que la méfiance envers l'autre, hein, l'altérité, vont certainement, comme les marques, de ne pas se dire bonjour, de ne pas serrer la main, de ne pas s'approcher à un mètre. Il y a quelque chose qui va certainement rester encore, hein, cette idée de distanciation sociale, en dehors qu'elle soit, on va dire, il y a une gestion de la distanciation sociale, mais toute l'empreinte que ça peut laisser. Alors, on sait que d'ores et déjà, il y a certains pays qui ont traité cavalièrement et de façon indigne leurs travailleurs étrangers et qui les ont renvoyés chez eux sans indemnité. C'est pas ça que nous avons fait au Québec, au Canada. Fine. Sauf que dans les prochaines années, il y aura tout, comme je le disais au début, il y aura tout l'enjeu de l'hospitalité et de l'entraide. Et cette méfiance, ça pourrait aussi être l'occasion d'un repli sur soi puis d'un discours un peu xénophobe. C'est pour ça que la notion de maillage et d'interconnexion est très intéressante parce que c'est toute la possibilité pour l'être humain d'évoluer dans la symbiose en cohabitant avec ce qui lui paraissait étranger, mais qui en même temps lui est à la fois utile et nécessaire. Ça pourra être aussi une des leçons de la crise. Ouais. Et moi, j'ajouterais un troisième concept qui est cher à Boris Cyrulnik, hein, qui nous rapproche, c'est celui de résilience, la capacité de rebondir. Oui, c'est ça. Cyrulnik disait, bon, je m'excuse de le répéter, là, mais c'est parce que je l'ai bien écouté quand il a parlé, puis il disait que malheureusement, on n'est pas égaux dans notre capacité de résilience. Hein. C'est ça aussi l'enjeu. Alors, ce n'est pas la même chose d'avoir un bon réseau, d'avoir accès. On le voit, nous, comme professeurs, là, en ce moment, avec l'enseignement à distance, ce n'est pas tous qui répondent. Alors, tous ne peuvent pas nécessairement saisir la balle au bon avec les moyens qu'on met à leur disposition parce qu'il y a ceux qui utilisaient le matériel informatique du collège, par exemple. Le collège est fermé. Alors, Cyrulnik, il montrait cet enjeu de l'inégalité dans les moyens de protection et qui permettent la résilience. Est-ce que les inégalités vont se creuser avec cette pandémie et ce qui va suivre sur le plan économique? On parlait aussi de l'idée, en fait, l'écologie, l'idée de l'écologie, moi je voyais que beaucoup disaient c'est super parce que la terre se porte mieux, on voit moins de CO2, les dauphins reviennent vers les ports. À Venise, il y a même hier, on m'envoyait des photos de Venise vide, le canal, le grand canal, sans Vaporetto, sans pollution. Je pense que c'était le rêve, on va dire, secret de beaucoup de Vénitiens de souche, de voir leur ville vide. Enfin, ça se réalise, mais en temps de crise. Ouais. Ben oui, c'est à souhaiter que cette catastrophe puisse être aussi l'occasion d'une politique plus verte. Et d'ailleurs, le gouvernement fédéral a annoncé aujourd'hui que c'était son intention. On verra bien jusqu'où ils pourront aller. Effectivement, on pourrait peut-être aller dans ce sens-là, moins de voitures, moins de pollution, plus de transports en commun, un rapport plus bucolique avec la nature. Mais néanmoins, va continuer à se poser la question qui décide, qui assume la responsabilité et dans l'intérêt de qui au juste. Et je crois que c'est ça qui est l'inconnu de ce qui va se passer dans les prochains mois, les prochaines années. Ça va être ou une démocratisation accrue de nos processus décisionnels, incluant toute la sphère économique, ou au contraire, une prise en charge par, des formes de plus en plus autoritaires et manipulatrices de gouvernement. Donc, je vois effectivement l'enjeu écologique couplé avec l'enjeu politique d'une façon très préoccupante,
en même temps, c'est une chance qu'on peut saisir, comme vous l'avez dit, oui. Ouais, qui est un peu sous-jacent au questionnement qu'on peut avoir avec cette crise. Alors, vous avez parlé aussi de l'industrie du tourisme, comment elle sera impactée, comment on va se rester, finalement, on va se retrouver peut-être devoir voyager près de chez soi. Donc, cette idée que le local ouvre à sa manière sur l'infini, le pensée global, pour citer cette phrase que j'aime bien, la glocalisation, qui reprend le concept de glocalisation, on pense global, mais on agit localement. On a vu avec le panier québécois, là, avec tous les magasins québécois, les producteurs québécois, etc. Comment cette nouvelle écologie va pouvoir finalement favoriser cette idée de voyager, finalement, vous qui êtes un grand voyageur, hein, de voyager Ouais. à Ouais, côté. c'est un de mes amis, Anatoly, qui déplorait que comme beaucoup de frontières sont fermées, il ne pourra plus rêver de nouvelles frontières à, à traverser. Et là, c'est comme un appauvrissement sur le plan imaginaire, là. Comme une géographie qui se resserre un peu. Et puis là, bon, on n'est pas très nombreux, nous, au Québec. On n'a pas une démographie qui met trop en péril nos espaces naturels, mais en même temps, on voit bien qu'au fil des années, il y a certains sentiers qui sont fermés par ceux qui dirigent les parcs parce qu'il y a une fréquentation trop grande. Alors, l'écologie avait la tentation de promouvoir ce qu'on appelle le sanctuaire, donc l'espace naturel vierge de, 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 de développement et d'exploitation ou d'activité tout court, incluant même la simple randonnée. Et, et là, voyager localement, ben, ça va mettre en question la possibilité de préserver de tels sanctuaires, hein, parce qu'on va avoir la tentation de repousser les frontières de notre précaré, de notre jardin. Alors, je pense qu'il faudra trouver un équilibre. Puis encore une fois, on va se poser la question démocratique parce qu'au Québec, il y a une très forte privatisation des plans d'eau, ce qui n'est pas le cas, par exemple. Enfin, c'est le cas aussi en Norvège ou en Suède, mais c'est atténué, l'impact de ça est atténué du fait qu'il y a des lois là-bas qui obligent les propriétaires riverains à donner l'accès à des randonneurs, à des campeurs qui peuvent profiter de l'eau du lac et d'un espace même pour camper. Et ils doivent apprendre à le faire de façon respectueuse, bien sûr. Donc, encore une fois, on va se poser la question de l'égalité, de l'accès à cette nature. Moi, je pense que ça va être un enjeu avec le réchauffement climatique. Les villes vont devenir de plus en plus difficiles avec la hausse des températures, avec l'aggravation de certains problèmes de santé à cause de ça, problèmes d'asthme, problèmes dermatologiques. Enfin, on ne fera pas une liste de tout ça aujourd'hui, hein, mais donc, l'accès à une nature va être à une nature rafraîchissante pour la santé du corps et de l'esprit va être un enjeu. Je ne crois pas qu'en ce moment, on ait préparé les choses pour qu'on ait tous un accès égal et que ça puisse se faire aussi dans le respect des limites que cette nature, de la nature pour préserver son intégrité. Intégrité qui ne peut jamais être absolue, mais qui quand même doit l'être dans une certaine mesure. Intéressant. Alors pour finir, merci en tout cas pour ce beau témoignage. J'aimerais que vous me dites quelques mots sur votre dernière sortie, dernier bébé, là, votre évangile selon Bergman, votre essai. J'ai publié en 2014 un essai sur le cinéma de Kieślowski, principalement sur le Décalogue, qui est une œuvre où les 10 commandements sont mis en scène, et où les interdits, donc, sont transgressés avec des conséquences funestes le plus souvent, et sans jamais qu'aucune forme d'autorité morale ou spirituelle puisse venir faire la leçon aux protagonistes. Alors, comment les personnages, et derrière eux,
les spectateurs peuvent-ils apprendre? Ils n'ont pas d'autre juge que leur propre conscience qui agit un peu comme miroir pour chacun. C'est pour ça d'ailleurs que dans le décalogue de Kieślowski, les transgressions, le désir qui mène à la transgression elle-même se fait de manière mimétique, parce que chacun est un miroir pour l'autre. Chacun imite et prend conscience grâce à l'autre. J'ai voulu faire à peu près le même exercice à travers l'œuvre cinématographique de Bergman. Bergman s'est beaucoup intéressé de manière très, très personnelle à la question de l'existence de Dieu et de la bonne parole véhiculée par l'Évangile. Et puis, je me suis aperçu que dans le cinéma de Bergman, il y avait comme une sorte de tension entre, d'un côté, cette bonne parole qui n'a pas toujours de bons messagers, les prêtres ou les médecins ne sont pas toujours présentés d'une façon positive. Et donc, une compétition entre la bonne parole, celle qu'il y a la lumière, celle que l'amour existe, que Dieu est amour, et la mauvaise nouvelle, je ne t'aime pas, les rapports mère, parents, enfants, les rapports dans la vie conjugale sont marqués par le déchirement, par des accès de haine. Et donc, je me suis intéressé à voir un peu d'un film à l'autre, parce qu'il en a fait 48, Bergman, le dosage entre l'ombre et la lumière, l'ombre étant la mauvaise nouvelle, je ne t'aime pas, Dieu n'existe pas, tatata, et la bonne nouvelle qui est, vous le devinez, le message d'amour et d'une possibilité pour nous de cohabiter d'une manière sereine et belle avec l'autre. Et ce qui a permis à Bergman de garder espoir que cette bonne nouvelle, parce que évangile, c'est ça que ça veut dire en grec ancien, impossible, c'est beaucoup la musique classique, parce que lorsque les humains n'ont pas les mots, n'ont pas les gestes qu'il faut, c'est souvent la musique qui prend le relais et qui les aide à communiquer vers cette impossible retrouvaille, sérénité qui est pas nécessairement dans un au-delà du monde terrestre, mais qui, dans la vie de tous les jours, n'est pas toujours atteignable. Un bel équilibre que vous proposez en temps de crise, à essayer d'atteindre cet équilibre. Ben, je ne sais pas si c'est un bel équilibre, parce que dans la lecture que j'ai faite de la filmographie de Bergman, dans la plupart des films, l'ombre l'emporte de beaucoup sur la lumière. Néanmoins, il y a toujours la possibilité, même dans les ténèbres, d'une petite lumière. D'ailleurs, Carl Gustav Jung dit ça dans son essai autobiographique qui s'appelle « Ma vie », que pour lui, la conscience et la conscience morale n'avaient jamais été beaucoup plus qu'une petite lumière dans les ténèbres. Il parlait aussi, bien sûr, des drames qu'a connus son siècle, je pense à la Première et à la Deuxième Guerre mondiale. Mais voilà, peut-être que nous saurons nous aussi trouver la petite lumière qui est là dans les ténèbres. Certains, elle est plus petite, c'est comme la résilience. Pour certains, elle est plus petite, pour d'autres, elle est plus grande. Peut-être, peut-être. Merci en tout cas, Yves Vaillancourt, pour votre témoignage et puis cette discussion en temps de confinement et en temps de Covid-19, en espérant qu'on s'en sortira rayonnant. Oui, à Bojeda, idemose. Vediamo se.